Bonjour à tous, chers abonnés du millénaire. Pour ce live spécial après une journée historique au sein du Rassemblement national, en effet, pour la première fois, quelqu'un qui ne possède pas le nom Le Pen préside désormais le mouvement du Rassemblement national, anciennement appelé Front National. Pour en parler et pour décrypter avec le thème « Est-ce que le Rassemblement national se dirige vers une victoire en 2027 ?» Je vous présente mes chroniqueurs, Aymeric Disset, qui est notre analyste politique. Bienvenue à toi, Aymeric. Bonjour à tous, merci William. Merci Émeric. Et ensuite, après, je vous présente Pierre Cléré, qui est notre spécialiste international et européenne. Bonjour à tous, merci William. Merci Pierre. Et ensuite, je vous présente Augustin, le plus jeune d'entre nous. Bienvenue à toi, Augustin, qui va nous apporter un éclairage différent. Merci William, bonjour à tous. Donc, ce thème est produit notamment avec deux raisons précises. Il y a un sondage qui est porté sur l'élection présidentielle qui place Marine Le Pen en tête des intentions de vote en vue de la prochaine élection présidentielle à 30% des voix, donc en progression de façon assez importante. Et le Rassemblement national s'est plutôt bien sorti depuis les élections législatives, notamment avec un record de 89 députés. Et la question qui est posée, c'est est-ce que l'élection de Jordan Bardella permet un renouveau au sein du Rassemblement national? Est-ce que pour vous, Aymeric, est-ce que pour toi, l'élection de Bardella permet un renouveau, une nouvelle page de l'histoire du Rassemblement national, ou c'est uniquement quelque chose de cosmétique? C'est un tournant, parce qu'on passe dans le troisième temps du Rassemblement national. Il y a eu le premier temps du Rassemblement national qui était le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen. On a eu une première transition avec la prise de pouvoir de Marine Le Pen qui a fait ce tournant de normalisation, d'essayer d'institutionnaliser le Rassemblement national, qui a eu ses premières victoires électorales majeures, notamment avec des villes comme Perpignan qui sont tombées, donc des villes de plus de 100 000 habitants. Et là, on est rentré dans le troisième temps où finalement le Rassemblement national a le plus grand groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, si on considère que la NUP est un intergroupe donc divisé. Et on passe sur un troisième temps parce que c'est la première fois qu'un non Le Pen, que quelqu'un qui ne porte pas le nom Le Pen va présider le mouvement. Et on est dans une troisième étape, puisque finalement, ça vient concrétiser la prise de pouvoir de Marine Le Pen sur le parti, parce que Jordan Bardella doit tout à Marine Le Pen. Et on est vraiment dans cette filiation où le Rassemblement national se rapprochant de plus en plus vers le pouvoir, Marine Le Pen adopte une position un peu comme Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire au-delà des partis, détachée de la présidence du parti pour pouvoir parler aux Français, alors que quelqu'un de très proche va s'occuper des affaires internes, stricto sensus du parti, pour vraiment faire cette rupture entre parler aux militants et versus parler aux Français. Donc oui, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses, surtout pour Marine Le Pen, qui va pouvoir adopter une position différente par rapport à celle qu'elle avait l'habitude de prendre jusqu'à présent. Merci Aymeric. Et n'hésitez pas, pour tous ceux qui nous suivent en direct sur Twitch ou en replay sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra, adressez vos remarques et également vous abonner pour ne pas manquer les prochains lives. Merci pour ton point, Aymeric, mais sur ce point précis, est-ce que en fait on s'attendait normalement, c'était quasiment écrit, que la première génération, comme tu dis, il y a eu 3 temps, la première génération était menée par Jean-Marie Le Pen, la deuxième par Marine Le Pen, et tout le monde s'attendait finalement à ce que ce soit Marion Maréchal qui prenne la troisième lame. Et le fait qu'il n'y ait pas un Le Pen, qu'il y ait une élection, et que l'ancien compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, est perdu, est-ce que finalement, Pierre, le Rassemblement national ne devient pas un parti comme les autres, avec au moins un semblant de démocratie? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est vrai que on a pour la première fois un nom Le Pen qui est à la tête du parti. Et véritablement, on peut se demander si justement toute cette prise de pouvoir par Bardella n'a pas été préparée par Marine Le Pen, en fait, si ça n'avait pas été scénarisé par Marine Le Pen. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Jordan Bardella était surnommé le baby Marine depuis de très nombreux mois. Et donc, son élection à la tête du parti ne faisait quasiment aucun doute. On se demandait, on se demandait juste si la procédure allait être démocratique ou non. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, Marine Le Pen a demandé à son ancien compagnon Louis Alliot de bien vouloir jouer le jeu, même s'il savait dès le départ qu'il allait perdre, pour donner l'impression d'avoir en fait d'avoir un semblant de démocratie au sein du parti en fait, pour ne pas donner l'impression que Jordan Bardella a été mis là parce que c'est la marionnette de Marine
et que justement elle pourra faire ce qu'elle veut du parti sans pour autant s'impliquer dans les tâches journalières du parti, la gestion des adhérents, etc. Et donc, on peut véritablement se demander si ça n'a pas été orchestré, mis en scène, et s'il n'y a pas, donc justement, s'il n'y aura pas, voilà, si en fait ce n'est pas une prise de pouvoir, et si justement c'est un parti autocratique avec une seule tête, et si ce n'est pas un parti comme les autres. Parce que véritablement, dans d'autres partis, il y a des choix. Il y a des choix, il y a des campagnes. On a l'impression qu'au Rassemblement national, il n'y a pas eu campagne en fait. Il y avait donc un gagnant et un semblant de concurrent qui n'en a jamais été un, puisqu'on n'a jamais entendu de débat entre les deux en fait. Ouais, ok, merci Pierre. Toi, Augustin, tu es plutôt jeune, tu as quasiment connu le Rassemblement national ou anciennement Front National tout le temps au second tour, hormis quand Nicolas Sarkozy était le candidat de la droite, mais tu as toujours connu le Rassemblement national au second tour. Pour toi, est-ce que le Rassemblement national aujourd'hui est un parti comme les autres ou ça reste un parti un peu à part dans la vie politique française? Je dirais que c'est un parti qui fait tout pour être admis au club des partis comme les autres et s'insérer dans une logique plus républicaine et traditionnelle, mais qui n'y arrive pas. On va y revenir plus tard avec la stratégie de normalisation. Et sur cette élection de Jordan Bardella, euh, ils n'ont pas vraiment, là non plus, je ne suis pas convaincu qu'ils aient réussi à démontrer qu'il s'agit d'un parti comme les autres, puisque euh, Pierre l'a dit, on avait le choix en fait entre l'ex-compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, et son neveu par alliance, Jordan Bardella. Donc je peux dire que Jordan Bardella n'est pas un Le Pen parce qu'il n'en porte pas le nom. Euh, c'est vrai, mais en même temps, Pierre l'a dit, il était surnommé Baby Le Pen et il sort, il est le compagnon de sa nièce, donc ça en fait comme quelqu'un qui est proche de la famille. On conserve un système clanique, un fonctionnement assez familial qu'on retrouve dans quasiment aucun des autres partis. C'est inédit et donc c'est un peu, oui, un semblant de choix, une sorte de façade. Et en fait, ça s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'avait fait Jean-Marie Le Pen avec sa fille Marine, espérant ainsi conserver un peu la main parce que c'était sa fille et que lui c'était le père. Et donc du coup, on pourra se demander, on verra dans les années qui viennent, les mois qui viennent, est-ce que Jordan Bardella va peu à peu s'émanciper de la tutelle de Marine, ou alors, vu qu'il est quand même très jeune, 27 ans ou 28, dans ces eaux-là, donc moins de 30 ans, c'est rarissime en politique d'avoir des gens engagés aussi jeunes. On peut se demander, pour moi, ça relève de deux choses de Marine. Déjà, comme il est jeune, il est plus facile à maîtriser, il lui doit tout. Et ensuite, comme il est jeune, eh bien, les gens auront plus de mal à l'imaginer président de la République, Premier ministre, ou même avoir des fonctions plus importantes. Et donc, naturellement, le parti, les adhérents, les électeurs du Rassemblement national conserveront leur adhésion envers Marine Le Pen. Donc, Jordan Bardella a beaucoup de choses à faire pour instituer son parti comme un parti comme les autres, et on verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, je suis assez sceptique puisque ça reste, Pierre le disait, le baby Le Pen. Merci Augustin. Tu as répondu en partie à à la deuxième question que j'allais vous poser, c'est au final, qu'est-ce que ça change? L'élection de Jordan Bardella, Aymeric, qu'est-ce que ça change concrètement le fait que Bardella soit président du parti? Est-ce que de fait, en fait, c'est pas Marine Le Pen qui est présidente et elle a un super méga porte-parole, quoi. C'est un peu ça, et puis ça, c'est dans la continuité de la stratégie de Marine Le Pen de préparer Jordan Bardella à lui succéder sur tous les plans. Jordan Bardella, ça fait presque 10 ans qu'il est préparé pour être l'héritier de Marine Le Pen. Il y a eu Toi, un doute avec tu penses qu'elle le prépare pour lui succéder? en tout cas, à la tête du parti, ça faisait un certain temps. Il y avait une incertitude de savoir si ça allait être sa nièce ou Jordan Bardella qui allait lui succéder. Bon, l'émergence d'Éric Zemmour et le départ d'Henri Maréchal a réglé la question de la succession. Le seul qui est légitime pour succéder à Marine Le Pen à ce stade, c'est Jordan Bardella. Sur l'organisation du parti, ça reste Marine Le Pen qui va être aux commandes, ça reste Marine Le Pen qui va décider de la ligne politique, ça reste Marine Le Pen qui sera candidate à l'élection présidentielle soutenue par le RN. Donc sur la macro globale,
devrait pas avoir de gros changements. C'est plutôt sur la vie interne du mouvement, sur les motions, sur la réorganisation, sur quels vont être les courants dominants, quels vont être les conseillers qui vont être capables d'influencer la ligne du RN, de parler à Marine Le Pen. C'est plutôt tous ces enjeux-là où cette élection a de l'importance. Et on a déjà vu des premières conséquences avec notamment le retrait du comité exécutif, donc qui est l'instance la plus haute du parti, de deux anciens compagnons de route de Marine Le Pen qui étaient dans les Hauts-de-France. C'était Steve Brivois et Bruno Bille qui ont euh, dénoncé la ligne de Jordan Bardella, mais qui en fait, pour les électeurs classiques du RN et pour les Français, il n'y a pas trop de sujets, pas trop de débats et c'est difficile de faire la distinction. Donc c'est plutôt des ressorts internes sur quels vont être les clans ou les lignes qui auront le plus d'influence au sein du parti et ça va jouer sur la sélection des cadres à venir pour les prochaines élections. Mais Du sur la coup, macro, on n'aura pas vraiment de changement. mais je vais te poser une question, du coup, pour poursuivre cette réflexion. C'est avant, le RN était un parti, et il est toujours un parti anti-élite, anti-système, et dit considéré comme populiste. Mm. Les caractéristiques de ces partis, c'est de ne pas s'insérer dans l'establishment. Mais quand tu as 89 députés, que tu commences à posséder des grandes mairies, que tu as des courants qui s'organisent au sein d'un parti politique, est-ce que ça ne devient pas petit à petit une sorte de parti socialiste ou de parti républicain ou équivalent? Et est-ce que le RN risque pas une implosion interne ou des problèmes internes avec des courants, des types qui utilisent les médias en fait pour peser et pour pouvoir critiquer Bardella? Enfin, hormis sur les attaques de Jean-Marie Le Pen à l'époque, je crois que c'était Bruno Maigret, si je ne me trompe pas. Hormis ça, et c'était une contestation du leadership fort. Là, c'est une contestation de bataille entre les second, troisième ou quatrième couteaux. Et ça n'arrive pas. Et ça, tu le retrouves au sein du Parti socialiste où on se rappelle les caméras devant Solferino. Maintenant, ils l'ont plus, mais les batailles entre les éléphants, les courants de Martine Aubry, de Bertrand Delanoë, de François Hollande, Ségolène Royal, etc. Ou des batailles entre Copé et Fillon après un congrès du parti. Et est-ce que le RN, dans ce sens-là, n'a même pas les bénéfices d'être un parti comme les autres et d'être dit un parti respectable, et en plus commence à avoir les inconvénients d'un parti? Qu'est-ce que tu en penses, toi, mec? Puis on passera. Ouais, ben c'est exactement ça, c'est le défi de la notabilisation, sa stratégie de Marine Le Pen qui est plutôt d'essayer de devenir un parti respectable pour passer la barre des 50% plus 1 pour l'élection présidentielle et en même temps continuer à avoir cette mobilisation contestataire, populiste, l'efficacité d'un parti qui soit peu démocratique, très vertical, bonapartiste, donc avec une chaîne de décision très claire et pas un mot au-dessus de l'autre. On voit que ça se fragilise à la fois en interne avec l'élection de Jordan Bardella, parce qu'il y a des réorganisations, il y a des insatisfactions, et aussi parce que quand tu as 89 députés à l'Assemblée nationale, c'est plus difficile de contrôler la parole de chacun, c'est plus difficile d'éviter les polémiques comme on a vécu, comme ils en vivent une là actuellement sur la question des migrants et de l'Afrique. Et c'est plus dur quand tu es 5, tu peux contrôler la parole et avoir quelque chose de très clair, de très hiérarchique. Là maintenant qu'ils sont plus gros, avec plus d'élus, c'est plus compliqué. Et c'est un défi auquel ils doivent faire face et on n'est pas certain qu'ils réussissent à y faire face. Ils peuvent, soit imploser sur le plan interne, soit se faire déborder par la droite, comme on l'a vu avec Éric Zemmour, où finalement ça a assez peu fonctionné parce qu'il y a eu un effet vote utile dans les dernières semaines qui a quand même renforcé la base de Marine Le Pen. Mais est-ce que ça serait durable? L'électorat d'extrême droite, l'électorat de droite radicale, droite nationale, en fait, ne voulait pas avoir un second tour Macron-Mélenchon, c'est tout. Voilà. Mais si Mélenchon chute et qu'il y a un vrai sujet pour savoir qui est le meilleur porteur de cette ligne nationale populiste, est-ce que cet électorat va pas décrocher en raison de la normalisation du RN? Donc l'équation n'est pas si simple pour le Rassemblement national, contrairement à ce qu'on peut entendre actuellement, où il serait un boulevard pour la présidentielle ou pour les législatives. Ils ont des défis internes et externes qui sont assez difficiles à résoudre. Je vais vous poser cette question pour conclure cette première partie. De 0 à 10, est-ce que l'élection de Jordan Bardella au Rassemblement national, cette élection aide-t-elle Marine Le Pen à gagner l'élection présidentielle de 2027? Pour vous, de 0 à 10, c'est à combien vous mettrez une note pour ce coup tactique de Marine Le Pen? Moi, je dirais 7. Ça lui permet quand même deux grands avantages.
Ça permet à Marine Le Pen de gérer uniquement la communication du groupe à l'Assemblée nationale, donc d'avoir une image institutionnelle beaucoup plus forte, de parler au sein du Palais Bourbon et d'installer une stature, chose qu'elle pouvait difficilement faire en tant que présidente de parti. Et ça permet de se débarrasser de tout ce qui a une image plutôt délétère auprès des Français et de l'opinion, c'est-à-dire les magouilles politiciennes, la gestion des partis, des congrès, des motions internes, qui en fait coulent les candidats. Tu as parlé de Copé-Fillon, c'est l'exemple parfait à droite, ou même à gauche avec les frondeurs, enfin toutes ces magouilles-là, je pense que les Français n'en veulent plus, toute la petite politique politicienne, et elle, ça lui permet de se repositionner uniquement sur quelque chose de macro, d'institutionnel, et de défendre concrètement les Français à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ensuite, Jordan Bardella, c'était déjà le principal porte-parole de Marine Le Pen. Donc en fait, le passer de tête de liste aux européennes à président du parti, je pense que ça ne change pas grand-chose pour l'opinion et pour les Français. Donc c'est plutôt un beau coup. Je pense qu'elle est gagnante au global. Pierre-Augustin, en quelques secondes, Moi, je, Ouais, je moi, je mettrais dirais 6. vas-y, Pierre. Moi, je dirais 6 parce que j'ai la même vision qu'Emeric. Après, c'est vrai que de toute façon, la répartition des tâches est claire, c'est-à-dire que Marine Le Pen va s'occuper de tout ce qui est politique et médiatique, Jordan Bardella va s'occuper de tout ce qui est donc affaires courantes du parti. Parfait. Il va aussi s'occuper d'avoir un langage plus extrême, en fait, parler d'immigration et de choses là que Marine Le Pen ne veut pas vraiment toucher, parce que justement, elle veut s'élever du débat, en fait, mais il faut encore parler à la base dure, en fait, du parti, donc ça sera la mission de Bardella. Après, la mission Bardella est claire, c'est-à-dire que Bardella ne doit pas s'occuper de politique. Et j'ai mis 6, pourquoi? Parce que Marine Le Pen a peut-être moyen de s'inquiéter un petit peu. Pourquoi? Parce que les lignes, en fait, entre Bardella et Le Pen divergent un petit peu. C'est-à-dire que Bardella est plus sur la mouvance identitaire que Marine Le Pen, en fait. On le sait, il a des amitiés avec certains membres de cette mouvance identitaire. On le sait aussi, donc il est très eurosceptique. Il était proche de Didier Raoult durant les crises du coronavirus, par exemple, tout cela. Et donc, ça peut expliquer pourquoi Briouat et Bild, par exemple, ont été donc éjectés de l'instance exécutive du parti. Et donc, à terme, ça pourrait peut-être se retourner contre Marine Le Pen. Je dirais, il n'y a pas trop de chances que ça arrive, mais on ne sait jamais. Ça pourrait être un problème. C'est pour ça que je ne donne pas 7, mais plutôt 6. Ok, merci Pierre. Et toi, Augustin? Moi, je mettrais 5, puisqu'en fait, je pense que dans le fond, ça ne changera pas grand-chose. Ce sera toujours Le Pen aux manettes. Mais dans la forme, euh, c'est un beau coup. Donc, je coupe la poire en deux et 5/10. Merci Augustin. Je vais vous poser une deuxième question. Je vais vous interroger sur le bilan du Rassemblement national qui apparaissait quasiment comme les grands gagnants des élections législatives. Comment vous avez analysé, vous, ces premiers mois de stratégie du Rassemblement national? Notamment, on disait, et ça a été plutôt évoqué dans les médias, sur le fait que le Rassemblement national se comporte beaucoup mieux que la NUPES et surtout de la France insoumise. Et on s'attendait à ce que, en gros, le Rassemblement national foute le bordel, fasse obstruction, fasse du blocage. Et ils ont opéré plutôt une stratégie de normalisation et de respectabilisation et d'institutionnalisation. Notamment sur ce point-là, Pierre, tu disais, et tu avais noté que le RN était le premier parti d'opposition et que c'était celui qui récoltait le plus de bonnes opinions. Donc, qu'est-ce que toi tu Oui. penses de cette stratégie? Est-ce que toi tu penses qu'elle est Ben, payante par rapport à ce que tu as noté? pour l'instant, je pense que c'est payant, c'est-à-dire que Marine Le Pen a réussi à faire exister son parti, en fait, comme tu le disais, dans un sondage donné par l'IFOP, donc, par Harris Interactive, donne le Front National comme la meilleure image de l'opposition pour les Français. Un autre sondage donne pour 39% de Français satisfaits, en fait, de l'action des députés d'extrême droite. Et pour la première fois, et c'est important à noter, alors que le RN a toujours été vu comme la principale menace contre la démocratie pour beaucoup de Français, en fait, pour la première fois, donc le mois dernier, un sondage pour l'Institut Jean Jaurès a dit que ce n'était plus le RN, mais justement la France insoumise qui était vue comme la principale menace à la démocratie. Et donc, à cause de députés qui sont vus comme trop radicaux, trop extrêmes, en fait. Et donc, on a pu le voir
On a pu le voir par exemple avec les différentes motions de censure et avec le fait que à l'Assemblée, on n'entend pas les députés Rassemblement National qui ont été bien dressés, on va dire, par Marine Le Pen, qui les oblige par exemple à porter une cravate, alors que justement on entend beaucoup donc les députés de la France insoumise. Et donc ça peut être même, on peut le remarquer donc cette semaine avec les dérapages racistes d'un député Rassemblement National. Le Rassemblement National, les députés Rassemblement National, au lieu de se disperser en fait, de s'opposer frontalement en fait et par médias interposés, font tous bloc derrière le député RN, même s'il il est important de signaler qu'ils ne sont pas tous d'accord avec ce qu'il a dit, que certains ne sont pas d'accord avec la forme, mais sur le fond, ils vont tous soutenir en fait le député. Ce n'est pas le cas en fait au sein de la France insoumise et au sein de la NUPES, avec les écologistes, les socialistes ou la France insoumise qui constamment donc s'invectivent et se tirent dessus en fait. Merci Pierre. Toi, Augustin, ce que toi t'avais noté, parce qu'on a préparé ce live, tu disais qu'il y avait une similitude des votes à l'Assemblée. Et notamment, ce qu'on a vu, c'est que parfois, il y avait même quand même des accords implicites entre la majorité présidentielle, Renaissance, et le Rassemblement national pour obtenir des postes de vice-président, pour obtenir des postes à l'Assemblée nationale. Et avant, le parti qui était infréquentable, et bah, finalement, la majorité présidentielle a passé plus de deals avec le RN plutôt qu'avec la gauche, où normalement, en France, on a quand même un déséquilibre. C'est-à-dire qu'en fait, on place beaucoup plus la menace d'extrême droite que la menace d'extrême gauche, mais pas au même niveau. Mais Emmanuel Macron et sa majorité ont dit les deux menaces sont équivalentes. Alors toi, comment tu analyses ça? Notamment, tu notais qu'il y avait beaucoup de similitudes de vote et que finalement, le RN votait un peu avec Renaissance, un peu avec LR, un peu avec LFI. Comment tu analyses ça? Alors, il y a deux éléments. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a les alliances tacites que passe la majorité, donc Horizon, Modem et Renaissance, avec le Rassemblement national. Ça s'est notamment vu au moment d'accorder les vice-présidences de l'Assemblée avec Hélène Laporte et Sébastien Chenu. Ensuite, on remarque que Gérald Darmanin, par exemple, dit vouloir aller chercher les voix là où elles sont, quand il veut faire passer sa loi sur l'immigration ou sa loi sur la sécurité. Et il s'avère qu'actuellement, 89 députés, la majorité présidentielle en a bien besoin et pour renforcer ses rangs. Donc, il y a des points de similitude et malgré les déclarations un peu de façade prononcées par Elisabeth Borne qui renvoie Insoumis et Rassemblement national dos à dos, dans la réalité des faits, c'est pas ce qui se passe. Maintenant, l'autre point, c'est vis-à-vis des oppositions. Quand on remarque le graphique, quand on regarde le graphique qui est projeté, on voit que toutes les oppositions votent globalement au même niveau avec le RN. Ça va de 0,39 à 0,41, donc la différence est négligeable. On remarque aussi, point intéressant, que 39%... Quand tu es à 1, c'est que tu votes tout pareil. Pardon, oui, voilà, ça. Quand tu es 1, tu fais tout pareil. Voilà. On remarque aussi, point intéressant, que LR est à 39% de votes partagés avec le RN. Ce qui est très intéressant puisque le RN poursuit sa stratégie de notabilisation, ils veulent jouer le jeu des institutions. Et effectivement, quand on regarde une sorte d'aile gauche du Rassemblement national, je vais prendre l'exemple de Jean-Philippe Tanguy, par exemple, eh bien, on peut se dire que ces gens-là, donc diplômés de l'ESSEC, costume avec une cravate, rigoureux sur les sujets économiques, on peut se dire qu'il y a 10, 20 ans, il aurait été de l'aile droite du RPR avec Philippe Seguin. Et donc ça participe aussi de la notabilisation avec une sorte d'intellectualisation de leur classe dirigeante au RN. Et du coup, ça me permet de faire une autre petite transition, c'est que mettre autant de cadres compétents en avant permettrait peut-être à Marine Le Pen de dépasser cette image qu'on pouvait avoir d'elle, qu'elle était un peu trop simpliste, pas assez travailleuse et qu'elle apportait des solutions qui ne tenaient pas la route. Se dire que peut-être, et du coup ça pourrait amener les électeurs à se dire, oui, Marine Le Pen ne tient pas la route, mais elle a autour d'elle toute une équipe de cadres qu'on a pu observer à l'Assemblée, etc., qui, eux, me rassurent
et je vais voter Marine Le Pen parce que je veux que ces gens-là, enfin, ou parce que j'espère que ces gens-là seront suffisamment capables de mener une action en son nom. Cette stratégie de notabilisation marche très bien. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont récolté les fruits, enfin, c'est eux, ils ont récolté les fruits en étant l'un des premiers partis préférés par les Français, comme on a vu sur le graphique précédent. Et aussi bien vis-à-vis des oppositions que de la majorité présidentielle, les deux, en fait, ont fini par jouer avec le RN et se rendre compte que il ne leur apparaissait pas, du moins à l'Assemblée, si terrible que ça. Merci Augustin. La stratégie du Rassemblement national de notabilisation a été plutôt claire depuis le second tour des élections législatives, Émeric, mais on voit qu'il y a quelques couacs sur le fait que le RN a voté finalement la motion de censure avec la France insoumise, ce qui a placé plutôt. On pouvait penser que la stratégie de notabilisation permettait de conquérir l'électorat LR, de reconquête et un peu éventuellement les déçus du macronisme. Mais se plaçant de l'autre côté sur une alliance dite populiste, type mouvement 5 étoiles Lega, comme ce qui s'est passé en Italie, ils ont changé d'alliance. Est-ce que la polémique sur qu'il retourne en Afrique, qu'importe ce qu'on pense sur le fond, euh, est-ce que ça ne va pas démolir les 6 ou 7 mois de stratégie que Marine Le Pen a mis en place? Parce qu'elle peut se dire que les produits qu'elle met en avant, la devanture de la boutique est très bien, et la même. mais en fait, l'arrière-boutique reste la même. C'est le cœur du dilemme pour l'Assemblée nationale, c'est qu'ils ont presque fait 4 mois, 5 mois parfaits en termes, au-delà du plan des idées, mais en plan de tactique. L'objectif, c'était la notabilisation. Ils ont réussi à obtenir des vice-présidences à l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire que vous avez des élus Rassemblement national qui sont au perchoir et qui dirigent le fonctionnement des débats à l'Assemblée nationale. Donc, symboliquement, c'était assez fort. Vous avez des personnalités comme Jean-Philippe Tanguy qui ont émergé. Et donc, finalement, ce qui était un problème lors des élections précédentes, là maintenant, si Marine Le Pen gagnait l'Élysée, les Français peuvent visualiser à quoi ressemblerait un gouvernement Rassemblement national, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'était un premier point qui était intéressant. Mais en même temps, s'ils ont avancé sur cette perspective-là et qu'ils ont réussi à prendre ce tournant institutionnel, tous les efforts peuvent être réduits à néant par une polémique, par un propos plus haut que l'autre, notamment la polémique sur l'Afrique, qui rappelle finalement que le Rassemblement national reste le Rassemblement national et casse toute la petite musique de normalisation. C'est là où ils vont avoir un problème, c'est que tous les efforts, ça va être très dur pour eux de rompre leur image, et le moindre petit propos hors du cadre ou qui peut être utilisé par la France insoumise, que ce soit celui-ci ou un autre, pour créer une polémique, peut rediaboliser le Rassemblement national. Donc ça va être très difficile pour eux. Le tournant populiste de faire alliance avec LFI à mener en même temps que la notabilisation paraît très compliqué, parce que normalement la notabilisation, l'institutionnalisation va plutôt avec un recentrage, commencer à s'inclure un peu dans le système ou à reprendre des codes du système, et l'alliance Liga, France Insoumise, Mouvement 5 étoiles, plutôt a eu son succès en rupture avec le système, en étant anti-système de manière assez importante, en continuant à avoir une approche plutôt véhémente à l'égard du pouvoir, ce qui n'est pas ce que fait le Rassemblement national à l'Assemblée. Pour autant, si on regarde les graphiques et les derniers sondages, le Rassemblement national, en tout cas les électeurs, les élus, enfin les militants et les sympathisants, sont satisfaits de l'attitude du Rassemblement national. Et globalement, quand on regarde, c'est voter parfois avec le gouvernement, parfois non. En gros, si sur l'immigration, ça va dans le bon sens, voter avec. Sur la loi pouvoir d'achat, ils ont voté. Et sur le reste, avoir une position plutôt offensive, plutôt défensive. Les polémiques ne devraient pas influencer le socle électoral actuel du RN. Mais ça peut recréer le plafond de verre que Marine Le Pen essaie de faire tomber. Donc c'est tout ce qui se joue pour le Rassemblement national actuellement, c'est réussir à passer la barre du plafond de verre, à se notabiliser. Et si les polémiques continuent, si ils ont encore des couacs dans la communication, s'ils arrivent à se refaire diaboliser par les oppositions, vraisemblablement, ils n'arriveront pas à rompre ce plafond de verre qui permet à la fin de remporter des élections au second tour. On arrive à un point, c'est au final quelle est la meilleure stratégie pour le Rassemblement national. Et ça parle même de la question de la ligne, en fait. Plutôt sur la stratégie. Est-ce qu'il faut, pour vous, qu'elle fasse la tactique populiste,
version avec les France Insoumises, ou la stratégie de normalisation et d'institutionnalisation, en quelques mots, on va commencer par Augustin. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la meilleure tactique pour le Rassemblement national? Je pense que le RN, là, est un moment charnière de son histoire où ils doivent réussir à résoudre la quadrature du cercle. Euh, on l'a dit un petit peu en début de live, ils sont de plus en plus institutionnalisés, mais sont toujours traités comme des parias. Et en plus, la stratégie de jouer le jeu des institutions peut déplaire à une certaine partie de l'électorat. Sur le graphique précédent, il y avait 27% des sympathisants du Rassemblement national qui pensent que que le parti devrait s'opposer à tous les projets de loi du gouvernement, quels qu'ils soient. Alors qu'on sait que le RN a dit qu'il verrait au cas par cas. Donc c'est le moment en fait pour le RN soit d'élargir largement sa base, d'élargir largement son électorat et de s'imposer comme véritable parti de gouvernement, ou alors de perdre son électorat de base qui partira peut-être chez Éric Zemmour et aux prochaines législatives, le Rassemblement national risque de se faire massacrer. Donc c'est en fait c'est un peu une sorte de qui tout double pour eux, ces mois, années qui viennent à l'Assemblée. Soit ils réussissent à s'imposer comme véritable parti de gouvernement, soit, et du coup, ils élargissent leur électorat tout en conservant leur base, et de grands succès électoraux leur sont promis, soit ils échouent à faire cela, et ils restent contraints à une certaine forme de notabilisation, ils tendent la main, mais personne ne vient la prendre, et donc du coup, leur électorat de base en sera peut-être déçu et finira par aller ailleurs. Et en cela, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé en Italie, où la Ligue de Matteo Salvini a voulu jouer le jeu des institutions. C'est toujours vu traité comme un paria, a déçu son électorat de base, et on a eu Mélanie à 26%, 4 ans après en avoir fait que 4. Merci Augustin. Aymeric, justement, je vais te poser une autre question, ou Pierre, comme vous le souhaitez. On a une question sur le live. Sébastien, mais qui a posé une autre question aussi, mais qu'on va reprendre après sur l'hypothèse de la dissolution. Il indique la chose suivante. LFI et l'extrême gauche en général étant dans la diabolisation outrancière de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, est-ce qu'une tentative de diabolisation du RN après la petite phrase sur l'Afrique ne serait pas plutôt inaudible si le RN restait droit dans ses bottes sans faire de mauvais jeu de mots? Et la question se pose en fait avec ce que vient de dire Augustin, et c'est la question que je vous ai posée, c'est en fait, s'ils se notabilisent, est-ce que LR et Renaissance veulent d'eux? Et de ma manière, s'ils font le courant populiste, est-ce qu'au final, LFI de toute façon ne leur tendra jamais la main? Est-ce que de toute façon, ils n'ont pas que des mauvais choix? C'est quand même Émeric ou Pierre comme vous voulez, mais Émeric, tu as l'air Ouais, lancé. moi, j'ai l'impression que là-dessus, le plus mauvais choix, ça serait l'alliance avec LFI, formelle, pour la simple et bonne raison qu'ils ont l'opportunité pour la première fois de renverser le clivage du Front républicain. Et ce qui a tué le RN pendant des années, c'est le Front républicain. Là, ils ont l'opportunité de diaboliser à leur tour la France insoumise en les faisant devenir un parti quasi anti-républicain. En plus, ils ont eu un problème quand même. C'est pas eux qui le font, hein. Mélenchon, Obono, autant Oui, se débrouillent très bien tout seuls, hein. ils arrivent eux-mêmes, mais ça peut bénéficier au Rassemblement national. S'allier avec LFI. Je te pose la question, Émeric. À l'époque, en 2017, avec les affaires Fillon, il y avait l'hypothèse d'un duel Mélenchon-Marine Le Pen au deuxième tour. On sait à peu près que Mélenchon aurait gagné. Mélenchon aurait gagné. Aujourd'hui, on ne sait pas. En tout cas, il y a un bon. En 2027, si tu as Mélenchon-Le Pen, à l'heure actuelle, si l'élection avait lieu dimanche, c'est plutôt Le Pen qui gagne. que c'est plutôt Marine Le Pen qui gagne. Donc, il y a le danger où la tentation populiste est plus simple parce que ça sécurise un pôle électoral au premier tour important, mais ça a une limite pour le second tour. Réussir à faire la bascule du Front républicain anti-LFI et permettre au RN finalement de finir de dépecer ce qui reste de LR, et si la Macronie arrive à faire à peu près de même avec le volet plutôt centriste de LR, peut te retrouver dans une situation avec une forme de bipartisme, plus un parti d'extrême gauche qui de toute façon ne pourra jamais gagner parce qu'il y aura Front républicain, et jouer sur une forme d'alternance entre un clivage gauche-droite, mais entre le RN et Renaissance. Donc la difficulté pour eux, c'est plutôt de tenir tout le bloc de droite à devenir le grand pôle de droite, et essayer ensuite de gagner sur l'alternance et retrouver une forme de bipartisme
en, en radicalisant et en diabolisant LFI pour les bloquer dans un corner électoral. À leur place, c'est plutôt ça que je jouerais. Ouais, Pierre, tu veux réagir à la question qui a été posée par Sébastien F. Gilles ou sur la question de la Bah, polémique? je peux, mais en soi, je suis d'accord avec ce qu'Emeric dit. De toute façon, c'est vrai que l'alliance avec LFI, de toute façon, est une très mauvaise idée. Et que bah, ils arrivent à se radicaliser tout seuls. Et ils sont radicalisés, ils sont extrêmement clivants en fait. Et on a l'impression que pour l'instant, le RN reste droit dans ses bottes, comme tu le dis, que justement ils sont unis derrière Gayward de Fournas, alors que tous les partis en fait, parce que c'est bien vu en fait, crient halte au fascisme, etc. Et surtout la Toi, tu France penses, insoumise. est-ce que Oui, toi, tu penses que la polémique, on ne parle pas du oui, fond, hein, parce que de toute façon, non, on ne sait pas si c'est qu'il retourne ou qu'il retourne avec un S, on ne sait rien, et puis il oui, n'était pas on ne saura présent. jamais, je pense. Je pense que c'est pas pareil quand tu lis le compte rendu et quand tu es dans la salle, tu ne sors pas la même chose. Ouais. Et on n'est pas Non, dans la c'est vrai. salle, c'est plus compliqué pour nous. Mais au-delà du fond sur la polémique, est-ce que toi tu penses que ça leur porte vraiment préjudice ou pas, cette affaire-là? Est-ce que ça leur coûte des points ou finalement c'est qu'il y a un truc de plus, une épine dans le pied, mais quand même, ils avaient quand même réussi et ils avaient quand même les louanges dans certains médias. Là maintenant, je suis pas sûr Mhm. qu'un éditorialiste politique dise du bien du Rassemblement national à raison de cette polémique, hein. Bah écoute, William, j'ai envie de dire oui et non. Parce que c'est vrai que oui, De Fournas en fait est allé contre les consignes de Marine Le Pen qui voulait en fait des députés en fait RN sages, propres sur eux, qui ne faisaient pas de vagues et pas de Toi, chahut tu, dans l'Assemblée nationale. toi, tu dis Donc que Marine Le Pen voulait finalement, comme Macron, avoir des députés Playmobil, quoi. voilà, c'est plutôt ça, ouais, c'est plutôt ça. Et mais de l'autre côté, en fait, j'ai l'impression que cette polémique, en fait, c'est un petit peu une tempête dans un verre d'eau, en fait. Ça trouve un écho au niveau de la presse, au niveau donc de l'Assemblée nationale, comme on l'a vu. Et donc, les filles essayaient donc d'un petit peu d'haranguer les foules pour essayer de dire c'est horrible, non pas ça, c'est horrible, nous avons des racistes à l'Assemblée nationale. Mais j'ai l'impression que les Français, de ce que je vois, que les Français n'en ont pas grand-chose à faire, en fait. Et donc, en fait, quand on regarde le député de Fournas, en fait, faisait des déclarations comme ça avant son élection. En fait, ce n'est pas une surprise. Et on sait très bien qu'au sein du Rassemblement national, comme au sein de la population française, en fait, les Français de plus en plus donc, disent tout haut ce qu'ils pouvaient penser tout bas il y a quelques années, en fait. Et donc, ça ne choque pas. Et je pense qu'au au sein de la population française, ça fera pchit, en fait, ça ne changera rien du tout, en fait, parce que les Français donc, ne sont pas confrontés aux mêmes réalités qu'en fait le microcosme parisien. Et ils Moi, ont je l'impression que... Ouais, Oui, moi, je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que les deux ont perdu. Le RN, parce oui, qu'en ça fait, peut ils être possible. ont partie de leur stratégie de normalisation et de respectabilisation. Et LFI a perdu parce que ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été élus. Ils ont été élus non pas pour s'opposer au RN, ils ont été élus pour s'opposer à Macron, à la politique économique d'Emmanuel Macron, Oui, mais sur ça la ne marche pas. libéralisation, Mhm. etc. Et en fait, à chaque fois qu'ils portent un sujet, la Ils NUPES, ciblent c'est que les le RN. sujets connexes Oui, de pourquoi ils et ont oui, été élus. Ils ont été élus pour se battre c'est contre les privatisations, ils ont été élus pour se battre contre la politique économique de Macron, la politique européenne de Macron, et eux, leur sujet, c'est le barbecue de Sandrine Rousseau. Est-ce qu'il est masculin ou est-ce qu'il est féminin? Sur la question des violences conjugales, de Quatennens et compagnie, sur les affaires de mœurs. Ensuite, après, maintenant, ils se battent sur la question est-ce que le RN est raciste ou pas? Alors que non, ils ont été élus sur un seul sujet, lutter contre la politique économique de Macron et tout faire pour freiner, pour faire émerger une alternative keynésienne, quasiment un mix entre keynésien et communiste, oui, quoi. Voilà, c'est ça. mais ils ne peuvent pas se faire entendre. Pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est la preuve de l'échec en fait de LFI. Et on le voit bien dans les sondages, c'est-à-dire l'opposition pour les Français est bien représentée par le Rassemblement national, pas du tout par LFI qui est vu comme trop radical. Et Alors donc que de ce quand point ils de ont vue-là, ils porté ont les sujets perdu. économiques comme les super profits, ça a fonctionné, hein. Ouais. Oui, Ils étaient, ils étaient majoritaires dans Ils étaient l'opinion majoritaires, générale. ils ont eu un clivage majoritaire dans le oui. pays, dans l'opinion, hein. Mais c'est pour ça que Marine Le Pen ne veut pas parler en fait de cette affaire. En fait, elle veut justement donc c'est pour ça aussi qu'elle a voulu donner la présidence du parti donc à Jordan Bardella. Elle ne veut pas parler de ces choses-là en fait. Elle veut rester sur les thèmes qui lui ont servi lors des élections présidentielles et législatives, c'est-à-dire le pouvoir d'achat
c'est-à-dire donc les problèmes sociaux, des choses qui en fait parlent aux Français en fait, qui permettront de s'élever. Ouais, justement, on va y arriver. Je l'ai promis à celui qui est Sébastien F. Gilles qui nous a posé la question sur le live depuis le début, que Marine Le Pen est première ministre en cas de dissolution. On a le dernier sondage sur lequel on peut se baser pour vraiment objectiver. Je vais introduire le débat si vous le voulez bien. Normalement, avec le bipartisme, quand vous faites un clivage entre premier et perdant de l'élection du second tour de l'élection présidentielle, le premier obtient la majorité absolue et le second obtient 150 à 200 sièges. Et là, les gens sont très contents parce que Marine Le Pen a obtenu 49 sièges. Ce que les gens ne disent pas, c'est que c'est un score de merde. C'est un score de merde, c'est un score ultra pourri en fait. Les gens sont ultra contents, ils se disent ouais. 89, hein, 49, mais c'est 89. Hein. 89. Ouais. 89, normalement, quand Jacques Chirac avait fait des scores très mauvais, quand François Mitterrand faisait des scores très mauvais contre De Gaulle au second tour, c'était 150, 180, 200, mais même avec une vague complète. Et là, elle n'a que 89. Il lui en manque 200. C'est-à-dire qu'il lui faut combien pour avoir 289? Il faut qu'elle fasse combien au premier tour? Vu qu'au second tour, elle n'a pas d'allié. Vu qu'elle n'a pas d'alliance avec Reconquête, elle n'a pas d'alliance avec les Républicains, elle n'a surtout pas d'alliance avec LFI. La polémique l'a démontré que de toute façon, LFI ne se reporterait pas sur eux. Il n'y a pas d'allié. Quand vous regardez les champs, il n'y a pas d'allié. Donc ça veut dire, quand elle fait 20, 21, elle fait 89. Par contre, quand vous regardez les dernières élections en 2017, les Républicains avaient fait 22, et je crois qu'ils avaient fait 100 et quelques, 120, etc. Un score inférieur à celui du Rassemblement national. Ils ont quand même fait 120, 130, etc. sur fond d'affaires Fillon. Il faut que Marine Le Pen fasse combien pour faire 289? Au moins 50% au premier tour, cher. Après, c'est la grande difficulté. Vraisemblablement, s'il y a une dissolution, la NUP va baisser. En tout cas, les duels, quand il y a eu des duels NUP-Renaissance, c'est probable que Renaissance s'en sort un peu mieux dans les duels face à la NUPES. Les duels RN-NUPES, vraisemblablement, le RN réussira un peu mieux que ce qu'ils ont fait la fois précédente. Donc, petite progression de Renaissance, petite progression de Reconquête, enfin du RN, pardon. Et ensuite, est-ce que les Républicains vont résister? Ou c'était vraisemblablement surtout des députés qui étaient avec un fort ancrage local. Donc, quand tu regardes le score, ils font exactement le même score que la dernière fois. Ils font le même score, 11%, ça ne bouge pas. Les scores n'ont pas bougé. Les scores n'ont pas bougé. Donc, ils te disent plus 2 ou plus 1,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la marge d'erreur des sondages. Je vais vous expliquer pourquoi c'est dans la marge d'erreur des sondages. Je vais prendre le sondage que vous avez mis. Il y a toujours une marge d'erreur de 3 points à peu près. Parce que vous regardez, avis sur Renaissance, est-ce que sympathisants Renaissance devraient s'opposer à tous les projets de loi du gouvernement? Il y a 3% des sympathisants Renaissance qui disent que les députés Renaissance devraient s'opposer au projet du gouvernement. Il y a toujours des bugs dans les sondages, il y a toujours des bugs, il y a toujours des variables d'incertitude. Non, quand vous prenez le sondage qui est là, c'est-à-dire qu'en fait, la situation, qu'importe tout ce qu'ils ont fait, Macron, LFI, etc., rien n'a bougé. En fait, les Français sont contents de ces situations où Macron ne peut pas gouverner seul. Il est obligé de s'appuyer soit sur l'aile gauche, soit sur les Républicains. Il y a une gauche qui est suffisamment forte pour faire du bruit et prendre l'opinion à partie pour empêcher les dérives trop libérales, néolibérales d'Emmanuel Macron sur certains sujets. Ils sont capables de faire monter les thèmes de société si jamais il y a besoin pour faire contrepoids et faire un peu un check and balance par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. Il y a une droite, extrême droite, qui est suffisamment puissante, pareil, pour forcer le gouvernement, on l'a vu avec Darmanin, à tirer la politique migratoire, sécuritaire vers la droite, mais en même temps, ils ne peuvent rien faire tout seuls, ils sont obligés de s'appuyer sur quelqu'un. Et je pense que les Français, et c'est ce qu'on voit plutôt dans les études d'opinion, sont satisfaits de cette composition de l'Assemblée nationale, où il n'y a finalement aucun gagnant, mais la nécessité de parler, de trouver des consensus, en tout cas des compromis, des négociations, pour faire avancer un peu au cas par cas. Je vais te relancer. Donc, on se retrouve avec une situation où dissolution,
des, Je vais te, je vais te relancer des dessus. modifications à la marge, mais des scores quasiment similaires que la fois précédente. Je vais te relancer dessus, Émeric. Mais est-ce que le parti qui ne provoquera pas les élections ne sera pas celui qui sera sanctionné? La peur d'aller devant les urnes. Est-ce que le parti qui conduit et dans le récit est conduit à obliger à une dissolution ne sera pas le parti qui va s'effondrer électoralement? Oui, c'est possible. C'est possible que les Français sanctionnent le parti qui n'accepte pas le résultat des urnes. Et là, il y aura un vrai sujet entre Renaissance et LFI, vu que c'est là où vraisemblablement le clivage va se jouer. Est-ce que la majorité présidentielle, le président de la République, réussira à mettre en forme le récit qui n'a eu d'autre choix que de dissoudre parce que LFI, la NUPES, avait un comportement qui bloquait les institutions et qui empêchait de gouverner? Est-ce qu'à l'inverse, ce sera LR qui sera sanctionné parce que c'est à cause des 10 députés, des 20 députés manquants à Renaissance, qui normalement devraient être les députés LR pour une partie de l'opinion, qui empêchent au gouvernement de gouverner? Donc c'est possible que ce soit les LR qui soient sanctionnés. Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que ce sera Renaissance, la majorité présidentielle, où les Français se diront non mais ils n'ont qu'à trouver des accords, ils sont minoritaires, mais c'est quand même le plus grand groupe, ils ont les outils et la capacité d'écouter les oppositions et de faire des concessions. Si le président dissout, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas envie de faire de concessions et c'est de sa faute. Donc on peut avoir trois grands perdants selon le récit dans lequel va arriver cette dissolution. Et ça, c'est le grand enjeu pour les oppositions et pour le président de la République. C'est la question du timing s'il doit dissoudre et de la perception des raisons de cette dissolution dans l'opinion. Et c'est là où on peut avoir un vote sanction à l'égard de l'un ou l'autre des partis. Pas Pierre ou Augustin, comment vous l'analysez? Peut-être en termes de pronostic, vous pensez que le Rassemblement national va faire combien de voix si on avait une dissolution? Non, soit je suis d'accord. Le Rassemblement national, pour moi, on ne peut pas dire si la dissolution avait lieu demain que Marine serait Premier ministre. Enfin, on le voit dans ces sondages, mais on sait aussi que les sondages n'arrivent jamais vraiment donc, à saisir l'essence en fait du vote RN. On se souvient très bien que pour les législatives, on peut donner au maximum 50 sièges au Rassemblement national. Ils en ont eu 89. Vraisemblablement, le Rassemblement national se débrouillera mieux, surtout considérant le fait que justement, les députés RN se sont bien tenus donc, à l'Assemblée nationale. Donc, mais après, je ne vois pas donc, Marine Le Pen arriver à plus de 250 sièges. Non, je vois une augmentation, mais une augmentation peut-être à 150 sièges, pas plus, quoi, dans le meilleur des cas. Après, 150 à 21%, t'es généreux. Oui, je suis généreux, je sais. Ouais. C'est aussi ça. Mais c'est vraiment le maximum. Je vois plutôt donc, du 120. Quoi, mais... Pour faire 200 sièges, il faut faire. Je vais vous donner un exemple. En 2012, quand Nicolas Sarkozy a perdu l'élection présidentielle et qu'on arrive à l'élection législative, le PS a fait quasiment 45% au premier tour pour avoir une majorité, enfin plus de 40%. LR, UMP, avait fait 35 ou 38% pour arriver à 200 sièges au premier tour, et sans compter les divers droites. Donc les 289, elle y est. On va remettre le sondage. On est très loin, oui. Très loin, je ne vois pas ça arriver. Je vois pas ça arriver, surtout, mais si dissolution il y a, je vois une montée, certes moins importante que certaines personnes peuvent le voir, mais je vois une montée donc, du Rassemblement national, et à côté de ça, donc, il y aura peut-être un sentiment, donc une nécessité d'union nationale de la part de tous les partis. Je vais oui. vous donner les résultats précis pour que la droite arrive. Donc déjà, Nicolas Sarkozy avait fait 48,5 au second tour et était président sortant contre François Hollande pour arriver à 229 sièges. Au premier tour, la droite et le centre, donc UMP plus UDI, avaient fait 34,66%. Et au second tour, ils ont fait 44% pour arriver à 229 sièges. Donc on peut dire que Marine Le Pen peut y arriver. Mais c'est-à-dire qu'il faut quasiment elle double son score. Qu'elle double son score et qu'elle ait une ancrage local qui soit beaucoup plus forte. Quoi, parce que ce qu'on voit actuellement
dans l'Assemblée nationale, c'est que les députés LR qui ont survécu, en fait, sont ceux qui ont un ancrage local fort. Et pour l'instant, donc le RN, en fait, le RN municipal, le RN régional n'existe pas vraiment. C'est-à-dire, il n'y a aucune région qui est aux mains du RN. Les villes qui sont aux mains Mais du RN, donc il y en a, C'est mais c'est consolidé, hein. J'ai regardé les résultats de 2007. La gauche parlementaire menée par François Hollande en 2007, après la défaite de Ségolène Royal, obtient 227 sièges avec un score au premier tour de 35,56. En 2002, la gauche obtient 160 sièges avec 30%. Donc le fait de passer de 30 à 35 te coûte 50-70 sièges. Et il faut passer 35% pour avoir 200 sièges. Au premier tour, hein. Au premier non, tour, il faut Et passer en ayant, 35%. en ayant des reports de voix favorables, puisque il Au n'y a pas second de tour. front anti-PS, il n'y a pas de front républicain Au second tour, anti-LR. je vous ai donné les votes. Au second tour, le PS, en cas de défaite, obtenait 45-46% au deuxième tour. Hmm. LR obtenait 44% pour obtenir 229 sièges. Là, c'est-à-dire que pour que Marine Le Pen obtienne 250 sièges, il faut qu'elle fasse entre 35 et 40 au premier tour, voire peut-être même 41-42. elle Après, ne le fera jamais. Hein. après, Ça paraît compliqué, oui. Moi, je pense qu'il Improbable, hein. y a plus de chances qu'elle gagne l'élection présidentielle face à Mélenchon dans le cadre d'un deuxième tour Ouais. qu'elle gagne une Gagner une majorité élection parlementaire. à 289 sièges. après, elle peut quand même faire une augmentation significative, vu que ça reste des législatives et qu'on sait qu'un déplacement de quelques centaines de voix par circonscription peut faire gagner très vite beaucoup de sièges. Mais moi, Euh, je suis et d'accord le... avec toi. Mais là, ce n'est pas une question de nombre de voix, c'est une question de pourcentage. Hmm. C'est-à-dire Ouais. que pour qu'un RN gagne, si on prend les circonscriptions, ils ont fait les 89. Je crois que la plus mauvaise circonscription, au premier tour, ils ont fait 38 ou 40. Oui, ouais. Peut-être même 42. Après, oui, il y a des circonscriptions, ils ont eu plus bas parce qu'ils affrontaient la NUPES. Donc, bon, là, de toute façon, c'est ce qu'ils arrivaient devant la NUPES au premier tour ou pas. Mais face à un candidat LR, un candidat ensemble, Renaissance, PS. il faut faire 40% Ouais. pour gagner au premier tour. Donc là, c'est-à-dire que s'il faut faire 40, je vais remettre le sondage. Il faut qu'elle double son score en cas de dissolution. Imaginons que Macron effectue une dissolution parce que LR dépose une motion de censure et que LFI et le RN la votent. Je ne pense pas que LR le fasse dans cet état sans président de parti. Non. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle obtienne entre plus 16 et plus 20% en 3 semaines ou en un mois. Je veux bien croire que les électeurs sont mouvants, mais là, et surtout, où est-ce qu'elle va les prendre, ces 16 à 20%? Ouais, bah, une alliance avec Reconquête est possible. Je dis pas qu'elle est probable, mais Reconquête, elle est possible. Ça Donc, vaut 5, elle monte à 26. Et après, l'inconnu, c'est une alliance peut-être avec LR ou certains députés LR. Mais on fait même pas d'idéologie, on fait juste tactique. Tu te mets à la place de LR, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse 40 ou 42 pour avoir une majorité parlementaire. C'est même pas sûr qu'elle ait 289, hein. Mais il faut faire 42, 43 pour avoir 250. T'additionnes tout ça, t'arrives même pas à ça. Donc elle ne sera pas première ministre de sitôt. C'est la question qui est posée par Sébastien. Et avec une coalition de la droite, avec la droite de LR, etc., ça ne marchera pas en fait. Parce qu'en fait, si LR fait alliance avec le Rassemblement national, c'est pas sûr qu'ils valent 11. C'est ce qui s'est passé en Italie avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Ils feront moins de 11. Et le bloc complet, moi j'ai fait les calculs, hein, pour que le Rassemblement national gagne, pour obtenir 200 sièges, il faut plus de 40%. Pour obtenir 250 sièges, il faut 42, 43, 44. Pour obtenir 289, je crois qu'il faut qu'ils obtiennent 46, 47, 48. Tout ça en coalition, c'est-à-dire en stratégie unique sous forme de la NUPES. Et ce qu'on a vu avec l'alliance de la NUPES, c'est que avant qu'ils fassent alliance, le total des scores de partis, Europe Écologie Les Verts, PS plus LFI, valait plus que 20. Et quand ils ont fait alliance, ils ont passé. C'est toujours le cas, hein. Tu regardes le sondage, la gauche divisée fait plus que la gauche unie, passe de 25 à. Mais le score était encore plus brutal en 27.
Avant, ils étaient à 30, 33, 34, je Ouais, crois. ouais, c'est ça. Et ils sont passés à 25 en faisant alliance. Donc, c'est-à-dire que si les trois partis font alliance, est-ce que ça vaut le score cumulé ou est-ce que tu perds 5-6 points et tu arrives à 30, 31, 32, 30, 31, 32 avec des reports négatifs au second tour face à Ensemble? Et puis, en plus, pour LR, pour être le marchepied d'un parti pour arriver à la majorité absolue et choper 2 ou 3 Il y a plus ministères, de chances qu'il ils soit peuvent, marchepied de Renaissance et de Macron ils que. peuvent- ils peuvent déjà le faire maintenant pour Renaissance. Donc, est-ce qu'ils vont le faire pour le RN? Ça paraît assez peu probable. Plus les souverainistes de gauche, il faut faire tous les fonds de tiroir. Bah, je pense que c'est la question que se pose Marine Le Pen. Je pense qu'elle fait le calcul des voix de droite. Elle voit que la droite est quand même en déclin, ou en tout cas aspirée plus par Macron que par le Rassemblement national. Il faut quand même voir, hein, les gens l'ont oublié, mais que Macron a attiré plus d'électeurs de Sarkozy en 2012 que Zemmour et Le Pen réunis. Les gens ne le disent pas, mais c'est le cas. Et Sarkozy, à l'époque, était considéré comme un fasciste. On avait quand même fait Libération qui avait fait une comme s'il était Pétain, etc. Donc, c'était pas un Sarkozy soft ou un Sarkozy mou, c'était un Sarkozy sur une ligne buisson. Vous prenez ça en compte. Et je pense que Marine Le Pen se dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas faire alliance de l'autre côté pour faire un mouvement 5 étoiles anti-Macron? Parce que c'est là où, en fait, il y a le réservoir Mhm. pour atteindre les Mais en même 289. temps, elle peut pas faire l'alliance formelle avec LFI, qui ont une image trop déplorable, ça va couler son image. Il faut qu'elle en récupère une partie des électeurs. Et est-ce qu'elle fait pas? Est-ce qu'elle se dit pas finalement, je provoque la dissolution, chacun prend ses billes, et si LFI plus RN atteignent 289, on fait une alliance de fait comme ça. Mais après l'élection. C'est possible. Est-ce qu'elle a passé en tête? C'est possible. Parce que quand tu fais les scores, je pense C'est qu'il. le seul truc qui fait plus Il de va différence. aussi, quand il utilise les cartes électorales. Moi, je sais que j'ai regardé les cartes électorales du Rassemblement national. Enfin, pour battre un Ensemble ou pour battre un LR, je crois qu'LR, c'est pire. Je crois qu'il faut qu'il fasse 43, 44. Enfin, c'est la cata. Il faut vraiment dépasser la part des 40. Et Ensemble, c'est pareil. Donc, au final, peut-être qu'elle se dit, bon, peut-être qu'elle a deux temporalités, hein. À court terme, en cas de dissolution, on y va. Et ensuite, après, on fait alliance de l'autre côté. Et voilà. Et donc, du coup, ça amène à la question que je vais vous poser. On sait que s'il y a une dissolution la semaine prochaine, elle n'aura pas la majorité absolue. Elle n'aura même pas la majorité relative. Ça paraît comme vraisemblable, à moins que le score explose vraiment. Mais est-ce que Marine Le Pen, finalement, n'a pas plus de chances de gagner l'élection présidentielle de 2027 que d'être élu Premier ministre de Macron? Oui. Oui. Oui, parce que quand tu regardes le sondage du JDD, était assez intéressant sur finalement si l'élection avait lieu, l'élection 2022, mais 6 mois après, tu vois la progression du RN assez importante, tu vois la baisse de Et Mélenchon. tu vois que Marine Le Pen fait plus que le Rassemblement national aux législatives. Donc que le Voilà. nom Le Pen fait plus que le Rassemblement national. Exactement. Oui, Puis en fait, surtout, là, tu sais que Macron peut pas être candidat. Vraisemblablement, si on prend l'hypothèse la plus probable, tu remplaces par Édouard Philippe ou Bruno Le Maire. Édouard Philippe ou Bruno Le Maire feront moins qu'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron est président sortant, il était président sortant, il a une équation personnelle qui est quand même spécifique, c'est lui qui a créé sa propre équation électorale avec son propre parti. Donc vraisemblablement, ils feront moins. Et si tu fais une alliance Mélenchon, Jadot, candidature unique NUPES, tu peux te retrouver avec un second tour Le Pen-Mélenchon. Et Le Pen-Mélenchon, on sait depuis les législatives que dans les duels, le RN a gagné plus de duels que la NUPES dans les duels RN-NUPES. Vraisemblablement. Le chemin de victoire le plus probable pour Marine Le Pen, c'est celui-ci. Et elle, ce qu'elle veut pas, c'est une candidature commune LREM-LR, parce que si elle se retrouve face à un Édouard Philippe commun des deux, un Laurent Wauquiez des deux, ou un n'importe, elle n'a aucune chance de gagner. En fait, elle a une seule hypothèse de victoire, c'est si elle affronte C'est Mélenchon, le Jean-Luc Mélenchon. c'est tout. Et donc, Donc du coup, elle doit réussir à affaiblir Mélenchon, à affaiblir Macron, enfin Renaissance, à laisser Mélenchon en vie suffisamment haut pour se qualifier au second tour, mais suffisamment clivant et anti-républicain pour récupérer les votes centristes. En tout cas, qu'il fasse abstention. Ou qu'il fasse abstention et qu'en abstention différenciée, ça lui permette de gagner. Qu'il fasse pas un front républicain. Ouais. Et donc, du coup, je pose la question, est-ce que Marine Le Pen va partir sur une ligne sociale ou une ligne identitaire?
Et ensuite, après, on arrivera à la conclusion de ce live. Pour vous, quel est votre pronostic? Est-ce que Marine Le Pen sera élue présidente de la République en 2027? La ligne identitaire paraît audacieuse Ouais. parce que Éric Zemmour a fait une ligne identitaire quasi pure. C'était une offre politique pure. Et on a vu que l'offre sociale, économique de Marine Le Pen il y a eu un doute au moment dans les sondages, mais quand Éric Zemmour s'est recentré uniquement sur la question identitaire, c'est Marine Le Pen qui est montée, qui a récupéré. Donc, moi, je pense que la ligne identitaire n'est pas la bonne. En tout cas, il faut plutôt faire les deux. Ne faire que la ligne identitaire, c'est pas celle Il va qui. laisser l'identitaire, elle va le laisser à Bardella. Et la sociale, elle va le faire, hein, elle va se positionner en maman chat. Ce qu'elle sait très bien faire, et c'est comme ça qu'elle fait des si hauts scores, donc elle va pas changer une équipe qui gagne. Plutôt, moi j'axerais plutôt sur l'aspect social, le RN social, c'est plutôt ça qui sera la ligne gagnante. Enfin, Marine Le Pen, on n'a pas trop regardé sa campagne de 2022, hein, parce qu'Éric Zemmour occupait tout l'espace médiatique, mais elle a fait une campagne quasiment exclusivement sur le pouvoir d'achat, de proximité, avec très peu de grands meetings, mais plein de petits déplacements pour faire un maillage local, une campagne en sous-marin. Et dans les dernières semaines, en fait, elle a eu l'effet boule de neige d'avoir eu le bon discours avec les bonnes préoccupations des Français sur le terrain, au plus proche, là où Zemmour avait fait un discours qui était hors sol par rapport aux préoccupations premières des Français, en tout cas de l'électorat populaire. Si on part plutôt sur cette ligne-là, c'est plus probable pour elle d'atteindre le second tour et d'avoir des perspectives de victoire sur le clivage social, puisqu'elle aura besoin de ne pas avoir un front républicain, et le front républicain, elle l'aura sur la question identitaire. Ouais, du coup, je vais vous demander de conclure chacun en 30 secondes. Est-ce que pour vous, Marine Le Pen va être élue présidente de la République en 2027? C'est loin, 2027. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Une autre guerre, une dissolution, on peut avoir des difficultés d'approvisionnement en électricité. C'est que Macron ne sera pas candidat. Oui, et encore, Macron pourrait peut-être même finir par être candidat s'il y a réforme constitutionnelle qui remet les pendules à zéro. C'est pas... Non, c'est pas possible. Il faudrait la majorité au Sénat, enfin 2/3, c'est totalement. Et puis même une réforme s'appliquerait pour les mandats à venir et pas pour le passé. D'accord. Enfin bon, voilà. Quoi qu'il arrive, c'est très loin, honnêtement. Je serais bien présomptueux si je disais là maintenant en 2022, si Marine Le Pen sera ou non présidente en 2027. Il y a tellement d'équations et de facteurs nouveaux qui rentrent en compte. Et toi, Pierre, tu penses quoi? Tu penses que Marine Le Pen va gagner l'élection présidentielle? C'est difficile à dire, mais il existe une probabilité qui est pour l'instant faible, mais elle existe. Et donc là, la balle est dans le camp de Marine Le Pen, véritablement, c'est-à-dire elle doit bien jouer le jeu comme elle l'a bien joué cette année, comme l'a dit Émeric. Donc c'est Éric Zemmour qui en fait est passé comme le plus radical, et donc elle s'est cantonnée donc au social, au pouvoir d'achat, et ça a marché. On a vu qu'en Italie, Giorgia Meloni a fait pareil et n'a pas eu un discours enragé comme Salvini a pu l'avoir. Mais Giorgia Meloni a fait 46 en coalition parlementaire, mais elle n'a pas fait 51. Oui. Non, elle a fait 51, c'est un système différent. C'est un système différent, mais on peut dire que justement, c'est ce qui marche à droite actuellement en Europe, c'est-à-dire ne pas non parler de grands remplacements, ne pas parler de questions identitaires, mais plutôt aller vers le pouvoir d'achat et le social. En fait, c'est ce qui importe aux citoyens qui ont été durement touchés par les nombreuses crises qu'on a connues donc les 20 dernières années. Émeric, du coup, je te pose la question. Vraisemblablement, vu comment on connaît l'histoire politique, Marine Le Pen apparaît comme tellement favorite qu'elle va perdre la prochaine élection. Elle ne gagnera pas. Elle ne gagnera pas dans ces conditions en tout cas. Mais est-ce que en fait, c'est pas une sorte de fatalité pour elle? Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution. La ligne sociale te coupe d'une partie des identitaires et qui se tourneront soit vers Zemmour, soit vers l'abstention. Parce qu'ils ont le choix de l'abstention. Ils peuvent décider de ne pas aller voter. Et en plus, tu as un autre point, c'est que si elle fait la ligne identitaire, elle perd le volet social. Est-ce qu'il n'y a pas de fatalité? Est-ce qu'elle perd le front républicain? En fait, le seul scénario qu'elle gagne, c'est face à Mélenchon. Le seul changement, on est passé, pour ça que les gens disent que Marine Le Pen peut gagner, c'est qu'elle est très haute dans les sondages, qu'actuellement c'est le premier parti,
qui a une popularité importante. Ça se Mais en convertit fait, pas en intention de vote. ça ne se convertit pas forcément en intention de vote. La seule différence, c'est que avant, il n'y avait pas de scénario de victoire pour Marine Le Pen, probable, il n'y en avait pas. Là, maintenant, il y a un chemin de victoire. C'est le second tour face à Jean-Luc Mélenchon. C'est C'est un ça. scénario qu'on ne peut pas exclure. C'est pas le scénario le plus probable. C'est certainement. Parce que le camp des partis de gouvernement n'ont pas de super candidat à mettre. Il n'y aura pas Macron. Macron, Édouard Philippe m'apparaît pas comme un candidat ultra charismatique. On ne dit pas qu'il n'a pas de compétences techniques, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être le génie de campagne, le type. Hein, voilà. C'est pas Nicolas Sarkozy, c'est pas Jacques Chirac. Hein, ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Et ensuite, après, tu prends l'ensemble des points. Moi, je pense que la grande nouveauté, et c'est ce que tu as dit, c'est que Marine Le Pen n'avait aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Là, ce n'est pas probable, mais on ne peut pas exclure que Marine Le Pen gagne. Alors, il y a des scénarios auxquels elle peut gagner, ça existe, mais ça suppose tellement de conditions cumulatives. C'est un peu comme quand tu vois un effondrement des partis de gouvernement avec aucun candidat capable de faire l'union des voix raisonnables. Il faut qu'un type Loiseau, Bayrou, un truc comme ça. Quoi. Il faut que Mélenchon arrive à unifier la gauche et avoir la même dynamique de campagne que cette année en 5, la prouette suivante. C'est pas sûr. Pas sûr. Et il faut qu'il y ait pas de changement majeur en 5 ans. In fine, qu'au second tour, il y ait une abstention suffisamment forte pour empêcher le Front républicain de fonctionner contre le RN. C'est-à-dire qu'il faut que Mélenchon se radicalise et que la stratégie de radicalisation permet à Mélenchon de faire l'union de la gauche et de se maintenir comme candidat. C'est peu probable. Voilà. Ça n'a pas l'air évident. Ça a l'air compliqué, mais il y a une situation par contre qui est inédite. C'est que normalement, tu as toujours un parti auquel tu as une tendance claire ou un candidat auquel tu as une tendance claire. Là, tu as une situation inédite où tu n'as plus le président sortant qui peut se représenter et tu n'as personne dans le champ politique. Je pense que le jeu n'a jamais été aussi ouvert pour 2027. C'est la première fois. C'est la première fois que c'est le cas. Mélenchon est trop, devient en 2012, avec un mandat de Nicolas Sarkozy, 3 fois, donc Jacques Chirac 2 fois, plus Nicolas Sarkozy, vous pouvez se dire que la gauche avait une chance raisonnable de gagner, et puis ils avaient plein de candidats. Strauss-Kahn, Hollande, Ségolène Royal, Martine Aubry, etc. Quand Hollande était président, il y avait X candidats de droite, François Fillon, Juppé, Nicolas Sarkozy, etc. Tu avais toujours un truc comme ça. En fait, tu avais un choix entre différents favoris. Là, tu n'as que des favoris nuls. Des favoris nuls. Personne. Écoutez, on va se laisser dessus. Merci à tous ceux qui nous auront suivis en direct sur Twitch. N'hésitez pas à poser des questions et à nous suivre désormais tous les dimanches à 13h pour qu'on traite et qu'on aborde un sujet sur le fond d'actualité, soit national, soit international. Et ensuite, n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent en replay, à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à mettre des commentaires si vous voulez par cas qu'on approfondisse certains points qu'on n'a pas répondu sur le Rassemblement national. Si là, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui nous regardent en replay. Et je vous dis à dimanche prochain pour le nouvel épisode. Merci à tous. Bonne semaine. À dimanche. Bonne semaine. Au revoir.